également celle de Moshe Larbidi. On reviendra sur ce qui a été dit, sur ce qui a été présenté, mais j'aimerais également inviter Mme Moshe Larbidi, d'abord, merci de nous rejoindre, et également M. Yeselvoud, donc CEO de Zayla Solutions. On en parlera tout à l'heure, on parle agriculture. Ce qui est intéressant dans ce panel, c'est que c'est des gens qui viennent d'horizons divers. M. Hossein Mouali également, qui vient du monde de la finance. Il a cumulé les passages parmi les plus grandes banques de la place, mais aujourd'hui, il est à son compte. Il est consultant, et un brillant consultant, M. Meher Zahal, orthodontiste, mais surtout, patron du start-up et eternal student, comme il se définit, et c'est un monsieur d'une curiosité, d'une passion incroyable. Donc on parle médecine, on parle finance, on parle agriculture et on parle nouveaux métiers. Finalement, ça se rejoint, ça converge, puisqu'aujourd'hui c'est le réceptacle de toutes ces intentions. C'est une transversalité incroyable qui permet justement d'en parler. On va essayer de planter le décor, parce que finalement c'est un spectre très large d'intervention. On ne va pas s'en sortir, ça pourrait prendre des années de parlotte, de discussions, de débats. Mais aujourd'hui, comme l'a présenté Meher Khaled, finalement, dans ces métiers, il y a de tout. Il y a une véritable hiérarchie des métiers. Finalement, on n'est pas dans l'élitisme pur et dur et de premier degré, pas du tout. On est dans la répartition, une nouvelle répartition, un redéploiement. On en parlera selon les besoins. On va essayer d'établir un état des lieux. On va essayer de mettre en place un peu, de planter le décor et voir ce qui se fait actuellement. Puisque tout à l'heure, vous parliez de chauffage, de climatisation et d'optimisation. Juste pour ramener à une réalité les débats, parce qu'il y a un gap, une faille énorme, une fracture entre certains propos et ce qui a été présenté, ces rêves, ces utopies, ces chimères présentées par Meher Khaled. C'est que dans une administration publique dont je tairai le nom, on ouvre la climatisation le 1er juin pour l'éteindre le 1er octobre. Quoi qu'il se passe, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il y ait un tremblement de terre ou un tsunami, peu importe. Donc on ne se prend pas la tête pour justement ramener le technicien de service. Il peut se concentrer sur son travail ou pas. En tous les cas, juste pour dire que voilà, aujourd'hui ces deux mondes, deux dimensions parallèles qui se côtoient. On est là pour faire partie de cette dimension qui bouge, qui évolue, qui bouscule l'ordre établi et qui justement a décidé de ne pas rester sur le quai et de prendre le train de ces avancées technologiques et de faire les choses convenablement pour la patrie, pour la nation et pour le continent aussi. Je vous remets ce micro également et on démarre avec le nerf de la guerre, l'argent, avec vous, Monsieur Mouali, donc le monde de la finance. S'il fallait définir, vous avez, ce qui est intéressant chez vous, une expérience qui d'abord est assez exhaustive sur le plan local, mais également sur le plan international. Cela vous offre la possibilité d'avoir un overview sur ce qui se fait et sur l'évolution à laquelle on a assisté ces dernières années. Allez-y. Bonjour à tous. Merci aux deux précédents intervenants sur cette extraordinaire immersion dans le monde de l'intelligence artificielle, un monde de l'intelligence artificielle qui impacte énormément la finance, au point que dans la dernière création de banque totalement digitale, la banque d'Orange, quand le patron d'Orange avait présenté pour la première fois la création de cette banque, il l'a fait avec, vous avez certainement vu ça, un robot. C'était le robot Watson d'IBM, pour dire que cette banque, promue par un opérateur télécom qui compte plus de 30 millions de clients, compte beaucoup sur l'intelligence artificielle et le robot dans la relation client. Je me suis amusé un peu à regarder, pour voir un peu l'impact sur les emplois d'abord, à regarder un peu ce qui s'est passé durant les 4 ou 5, voire les 6 dernières décennies. Et ce qui se dégage, c'est qu'il y a eu plusieurs prophéties qui malheureusement, ou heureusement plutôt, ne se sont pas réalisées. Je rappelle que très tôt, des économistes comme Keynes ont mis en avant la notion de chômage technologique. Pour Keynes, évidemment, les technologies créent
une plus grande productivité et permettait donc de se débarrasser de plusieurs emplois. Schumpeter, lui, considérait que la technologie permettait une destruction créatrice. Alors je suis plutôt pour cette thèse-là, mais elle a eu l'audace de parler des postes nouveaux ou des métiers nouveaux. Il s'avère que la théorie économique aujourd'hui est plus capable de mesurer l'impact en termes de destruction d'emplois que de mesurer celui de création de nouveaux emplois. Donc dans ce domaine, il y a un peu le syndrome du lampadaire, hein. On regarde là où c'est éclairé, et c'est plutôt la destruction d'emplois qui est plus éclairée parce qu'elle est simplement plus facilement mesurable. Alors les statistiques, j'en ai retenu une seule, c'est celle de l'OCDE, qui se base sur une notion de mesure par les tâches et non par les métiers, parce que la mesure par les métiers tend à exagérer la destruction d'emplois. On parle d'une disparition de 9% des emplois. Par contre, dans les recherches du World Economic Forum, on trouve qu'aujourd'hui nous sommes à 29% des tâches réalisées par des machines, alors qu'à l'horizon 2025, on serait à plus de 50% des tâches réalisées par des machines. Et pour faire, si vous voulez, un peu le lien avec la banque, il y a des tendances lourdes. Mais l'apocalypse qui a été annoncé, notamment dans un rapport qui date de 1978, ne s'est pas réalisé. Alors je vais vous donner quelques statistiques sur cette tendance lourde de disparition à la fois d'institutions de crédit bancaire, de nombre d'agences, mais également de nombre d'emplois. Une institution de crédit sur 3 a disparu en Europe depuis la grande crise financière de 2008. Donc c'est plus de 33% des institutions de crédit qui ont disparu. Et dans cela, il y a plusieurs notions. Il y a évidemment l'effet de la crise, il y a évidemment l'effet d'une industrie bancaire qui devient de plus en plus difficilement accessible parce que justement technologique, hautement risquée, hautement régulée et surtout hautement surveillée par les politiques et les médias et la société civile en général pour les abus connus dans cette industrie-là. Mais est-ce que vous considérez l'apparition de nouveaux produits, et essentiellement les microcrédits par exemple, comme un palliatif à ces chiffres-là? Alors, justement, si on parle de la disparition, c'est que, avant de répondre à votre question, je vais juste finir un peu l'idée. L'idée, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui mesurer quel est l'effet de la crise, quel est l'effet de la consolidation pour, justement, créer de la valeur par une meilleure efficience, de celui de la nouvelle technologie. Mais on va donner quelques chiffres qui sont parlants sur l'effet des nouveaux canaux de distribution, on va dire, technologiques dans l'industrie bancaire. Alors depuis 2008, également, il y a 500 000 emplois. 500 000 emplois qui ont disparu dans l'Union européenne, hein, l'Union des 27. 500 000 emplois depuis 2008, c'est énorme. Et il y a 65 000 agences qui ont disparu. Dans la disparition des agences plus que celle des employés, on peut en effet déceler l'effet des nouvelles technologies. Si vous avez un peu ces statistiques, vous les trouverez sur le site de la Fédération bancaire européenne, et vous allez trouver que l'une, d'ailleurs, parmi les seules explications données par la Fédération bancaire, elles sont un peu avares sur cela, l'une des explications de c'est un peu l'accès des clients aux nouveaux canaux de distribution. 54% des clients aujourd'hui utilisent Internet pour leur accès à la data. Alors aujourd'hui, il faut savoir que les réseaux physiques énormes des institutions bancaires dans le monde entier sont de plus en plus boudés par les consommateurs. Seul un client sur 3 s'adresse à un réseau physique pour des opérations classiques. C'est énorme. Ça veut dire que le client, et là on arrive à la demande, si vous voulez, l'idée c'est que derrière tout
nouveau mode de production, doit y avoir une demande. Et que veut le client en fin de compte? Le client, il veut son autonomie totale pour des transactions simples, comme consulter son compte, effectuer ses paiements, contracter ses petits crédits en quelques clics, etc. Mais il veut également une très forte valeur ajoutée en termes de conseil, et c'est là où, si vous voulez, l'agence continuera pour un certain temps à délivrer de la valeur ajoutée, de la valeur pour le client, en attendant que l'intelligence artificielle prenne le relais. Parce que je crois que Mme Mouchiel l'a bien souligné, il y a deux temps dans l'intelligence artificielle. Il y a un temps pour préparer, si vous voulez, l'intelligence artificielle qui est très lent. Mais une fois que vous mettez le service basé sur l'intelligence artificielle au service du client, là ça va très très vite et l'impact devient énorme. Alors pour répondre à votre question sur le microcrédit, la microfinance. N'importe, je parle de produits financiers qui viennent. Oui, mais c'est important. On entre un peu dans le domaine des fintech. Vous voulez, vous faites un excellent lien avec la petite intervention que j'ai préparée. Pourquoi les fintech? Simplement parce que les banques ont délaissé un énorme champ non exploité. Je prends par exemple les champs liés à l'intelligence artificielle. Tous les protocoles de ce que nous appelons l'onboarding client ou l'embarquement client, par exemple. Le processus d'identification par la voix vocale, par le digital, par l'iris, et bien d'autres ont été abandonnés, laissés de côté par les banques. Toutes les masses, si vous voulez, j'entends par les masses, c'est un nombre énorme de clients, détenteurs de petites épargnes, ont été complètement négligés par les banques. Quand vous allez voir un peu le papier fondateur fait par Libra, qui est le nouveau projet de création de crypto-monnaie par Facebook, qu'il faut absolument suivre de très près parce qu'il est révolutionnaire, vous allez trouver... Il y a 2,5 milliards de clients potentiels. Voilà, exactement. Rien que ça. Et vous allez trouver simplement que Libra donne des statistiques. Nous avons aujourd'hui 3,8 milliards de personnes, d'individus bancarisés dans le monde, mais nous en avons encore 1,7 milliard qui sont non bancarisés, qui sont laissés pour compte. Et tenez-vous bien, sur ces 1,7 milliard, il y a 500 millions qui ont accès à Internet et pratiquement 1,2 million. Il y a des intersections entre les deux populations, bien évidemment, qui détiennent du mobile. Et c'est pour dire que les banques ont laissé, si vous voulez, laissé pour compte que les fintech, en s'adonnant, si vous voulez, à des activités particulièrement, ont essayé de récupérer. Donc, je vais réserver, si vous voulez... Justement, par la suite, on parlera d'une double portée, puisque la banque est en même temps consommateur de technologie et en même temps financier, et va jouer un rôle essentiel pour l'accompagnement, l'encadrement de cette question-là. Si vous voulez bien, on va basculer sur un autre secteur, celui de l'agronomie, celui de l'agriculture, et là, c'est de véritables revenus. J'aimerais juste donner un chiffre local, Tunisien, c'est que la moyenne d'âge des agriculteurs dans un pays comme la Tunisie est de 66 ans. Ce qui est terrible, ce qui est affligeant. Mais en même temps, il y a un jeune monsieur qui rentre du Canada, qui se dit, voilà, je vais un peu bousculer les choses. Et se ramène dans une ferme archaïque, qui fonctionne encore avec des moyens obsolètes, et qui se dit, voilà, on peut faire les choses autrement. Vous allez nous dire, quelle a été la première perception? D'abord, qu'est-ce que vous faites exactement? D'abord, la première perception, et par la suite, la capacité d'adaptation, d'agilité, de flexibilité de vos vis-à-vis locaux. Merci pour l'introduction. Moi, c'est Alice Lamoureux, je suis fondateur et CEO de la startup Zéla, qui est spécialisée dans le développement et l'intégration de nouvelles technologies destinées à l'agriculture. Le développement des ERP, des logiciels métiers, des logiciels de code,
des robots, de trucs embarqués, vraiment de la technologie de pointe destinée à l'agriculture. Et je vais commencer par un petit constat. Mardi a cité l'exemple de la moyenne d'âge des agriculteurs en Tunisie, qui est de 66 ans. Moi, je dirais que 80% des agriculteurs en Tunisie ont plus de 50 ans, donc ça conforte ce que vous avez dit. D'autres faits aussi que je vais citer, des chiffres, c'est pour établir un tableau pour voir dans quoi on va. C'est que d'ici 2050, dans quelques 20 ans ou 25 ans, la population mondiale sera entre 9,5 à 10 milliards de personnes. La plus grande explosion démographique sera en Afrique. On est tenu en Afrique de produire plus 70% de denrées alimentaires dans l'agriculture. Comment va-t-on nourrir ces gens-là? Exactement. Comment va-t-on nourrir ces gens-là avec beaucoup de défis et beaucoup de problématiques existantes déjà. Comment on est conscient de la rareté de l'eau, des manques de ressources. L'agriculteur est conscient des intrants qui sont achetés, qui sont importés, c'est la devise avec l'évolution de la monnaie locale. Les terres sont de moins en moins fertiles parce qu'on y va à coup de pesticides. Il y a la désertification, il y a les changements climatiques qui sont vraiment observables à échelle de génération et même d'année en année, on peut observer les changements climatiques qui sont en train. Donc tous ces défis, et on voit beaucoup de difficultés, et en même temps on doit produire plus 70% de ce qu'on produit actuellement. Et donc la solution ne peut être que technologique. Comment il n'y a que la technologie, exactement. Il n'y a que la technologie qui peut résoudre ce genre de problème. On parle de nouvelles technologies, de robotique, de logiciels, d'intelligence artificielle, de big data, mais aussi des biotechnologies et tous les nouveaux métiers que... Comment greffer cela? Comment greffer cela? Exactement. Comment greffer cela? Ça a été la difficulté qu'on a vécue en Tunisie, ici, et au Maroc, on commence à s'implanter au Maroc aussi. On s'est adressé, notre cible d'abord, c'est les grands groupes actuellement. On ne cite pas les petits exploitants parce que, comme vous avez dit, c'est des moyennes d'âge qui sont supérieures, qui n'utilisent même pas de smartphone ou de simple téléphone. Donc difficile de convaincre ces gens-là d'aller vers la technologie. Donc on s'adresse aux grands groupes, certains de nos clients sont présents ici, que je remercie pour la confiance. Avec beaucoup de clarté et d'honnêteté, je vous le demande, et c'est tout à fait légitime. Est-ce que parce que c'est des clients qui sont impactants pour une société comme la vôtre, ou est-ce que véritablement parce qu'il y a une difficulté pour implémenter cela culturellement dans la pratique quotidienne? C'est surtout lié à la culture. Si on prend l'exemple des banques, ça fait 30 ans que les banquiers utilisent des systèmes d'information. Si on va par exemple sur la banque maintenant qui va changer le système d'information, il y aura une réticence incroyable. Je suppose que vous pouvez confirmer ce que je vous ai dit. Imaginez qu'on s'adresse à un secteur agricole qui n'a jamais utilisé de technologie et on lui demande d'utiliser des outils qui sont vraiment à la pointe pour utiliser les ressources. Donc c'est vraiment culturel, c'est le besoin, c'est la peur du changement, c'est la peur. Mais on est arrivé avec beaucoup de difficultés. On compte actuellement une soixantaine de gros clients en Tunisie, 2 gros clients au Maroc déjà, et on est fiers de ce que nous avons accompli parce qu'on a effectué vraiment une vraie évolution là où on est intervenu. Historiquement, l'agriculteur, il exerçait son métier en se basant sur une tradition, c'est culturel, mais le monde a changé, il y a de nouvelles variétés, il y a de nouveaux défis dans l'agriculture. C'est un choix ou c'est une question de survie? C'est un choix ou c'est une question de survie aujourd'hui? Mon autre slogan dans la start-up, c'est que la technologie n'est pas un luxe, c'est un choix stratégique. Ça résume, je crois, ce que je viens de dire. Et l'agriculture a toujours été maîtrisée, même en regardant les slides traditionnels avec Mme Rocher tout à l'heure. Il y avait le slide de ski, il n'y avait pas d'agriculture. Le slide traditionnel numérisation de l'économie, il n'y avait pas d'agriculture. Alors que je peux vous confirmer qu'en Tunisie, actuellement, on développe la technologie. Vraiment à la pointe. On l'utilise. L'IA, l'intelligence artificielle, la robotique. Et je peux vous assurer que l'agriculture est en train de devenir, et va devenir le secteur le plus gourmand en technologie et le plus demandeur de nouvelles technologies. Ce qui implique que nous, en tant que fournisseurs, on devra recruter de nouvelles ressources. C'est des métiers qui n'existent pas encore, des agronomes, combinés à l'intelligence artificielle, à la nouvelle technologie, plein de nouveaux talents. Actuellement, on est en train de convertir les ressources avec lesquelles on travaille chez les clients. Dans 2 ans, on va lancer notre robot en phase de prototypage.
reconversion des métiers. On ne va pas éliminer les chauffeurs de tracteurs, on va les convertir comme opérateurs de robots. Il y aura de nouveaux métiers pour réparer justement ces robots-là. Et ça, c'est dans 2 ans, c'est vraiment, c'est demain, c'est pas de la science-fiction. Tout à l'heure, on essaiera de poser 2 questions. D'abord, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on commence avec Amazon qui a commencé par vendre des livres et on a vu comment ça s'est étendu à d'autres domaines d'application. Est-ce que demain, on aura les acteurs de l'agriculture qui vont pouvoir muer et se transformer, ou alors on aura ces mastodontes-là qui vont reprendre l'agriculture ou la médecine ou autre? Ce qui nous ramène justement à parler de la médecine, qui est un domaine assez particulier, puisque aujourd'hui il y a cet aspect éthique qui est exacerbé. Ça vient en dernier rideau. On va justement avoir ce luxe d'avoir des ballons d'essai ou autre. On est aujourd'hui la médecine locale, la médecine mondiale, dans son rapport avec la technologie. Tout à l'heure, vous parliez justement de fabricants d'organes, mais après, s'il fallait planter justement le décor, peindre ce tableau inhérent relatif à la médecine, docteur. Merci. Tout à fait. Je réponds en animaire, je réponds encore à la fabrication d'organes. Tout ce que vous voulez. On va bientôt y arriver. On va bientôt y arriver. Et la médecine, justement, telle que vous l'avez cité, c'est l'abord est totalement différent puisque le terreau et l'individu l'être humain. Et quand on touche à l'individu, tel que maintenant, ça commence à devenir un tout petit peu plus compliqué. Et on est sur le bord-de-la-ligne contre l'éthique, contre la vie humaine, contre ceux qui est autorisé et ceux qui n'est pas autorisé. Alors je disais hier, et c'est là où c'est très beau d'être en Tunisie, nous sommes l'un des premiers pays au monde à avoir donné une autorisation d'exercice médical. En 1730, nous avons donné une autorisation d'exercice médical. Et on nous l'a donné pendant à peu près 1 siècle, régulièrement, une tous les 3 fois. On avait donné une autorisation d'exercice médical. Un médecin anglais était venu 3 fois. Et auparavant, on donnait des autorisations d'exercice médical par publication au journal officiel. Il n'y avait ni conseil de l'ordre, ni de l'autorisation. Donc nous avons une tradition séculaire. Cette tradition séculaire, je pense qu'elle va beaucoup nous servir aujourd'hui à aborder les villages de la technologie. C'est vrai que notre santé, en ce moment, n'est pas au mieux de sa valeur. Mais ce n'est que passager. Et je pense, très honnêtement, que la situation n'est pas aussi catastrophique qu'elle est décrite. Nous sommes, si nous regardons les pays du nord de l'Afrique, le pays qui a la plus grosse infrastructure de proximité en matière d'infrastructure médicale. Nous avons un peu plus de 3000 centres de soins, alors que des pays qui font le double de notre population, voire le triple, ne possèdent que 1400 centres de soins. Nous avons la plus belle infrastructure de soins. C'est vrai qu'elle est vieillissante, c'est vrai qu'elle a 60 ans d'âge, mais la technologie, justement, arrive aujourd'hui à point pour transformer cette infrastructure en une infrastructure de proximité capable de délivrer une meilleure prestation médicale. Est-ce qu'il faut des préalables pour l'implémentation de cette technologie, justement, ou alors, on a vu certains pays, c'est un outil qui permet de dépasser certaines étapes, on n'est pas dans la chronologie classique? Tout à fait, tout à fait. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a 2 grosses transformations au niveau de la santé. Il y a d'abord la transformation de la pratique médicale par l'apport de la technologie, mais la médecine en elle-même est en train de changer. L'abord du praticien, l'abord des études médicales est en train de changer énormément. Aujourd'hui, on considère que, en premier lieu, le patient, le citoyen, est un demandeur de soins, et sa demande de soins a augmenté d'une manière vertigineuse lors des 2 dernières décennies. C'est pour ça que de par le monde, ce n'est pas uniquement pour la Tunisie, il y a un manque important de cadres médicaux, parce que la demande en soins a totalement augmenté. Aujourd'hui, on considère, que la jeune génération plus que les autres, que quand on a un petit bobo, ce qu'auparavant on laissait de côté, ou pour lequel on prenait un petit cachet d'aspirine, non. On nécessite une consultation médicale et on veut être tranquillisé pour pouvoir justement être confronté à la vie de tous les jours et à la société de tous les jours. Comment expliquez-vous les appréhensions relatives à la médecine? Il y a 2 aspects. Il y a le consommateur, le patient, et
il y a les professionnels. On a l'impression que la technologie est une aubaine pour le professionnel, avec toutes ses possibilités, ses avancées, même si aujourd'hui ça coûte beaucoup plus cher de fabriquer de nouveaux médicaments. La nouvelle molécule coûte entre 5 et 8 fois plus cher qu'il y a 10 ans. Et en même temps, on a beaucoup d'appréhension, de crainte par rapport à l'usage que pourrait en faire le consommateur, donc le patient, c'est-à-dire l'automédication, l'accès à certains aspects de la médecine. Comment faire pour justement trouver dans ce numéro d'équilibriste le parfait dosage entre l'exploitation, l'optimisation des ressources de la technologie en se délestant de l'aspect relativement tordu et vicieux. La technologie arrive à quoi, justement, pour essayer de solutionner ce problème. La technologie, pour le praticien, est une importance, une aide très primordiale. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à fonctionner avec des dossiers physiques. On ne peut pas continuer à fonctionner avec des patients tels que nous prenons tous les jours, qui ont derrière eux une très très grosse enveloppe avec 25 ans de vie et que le praticien est obligé de voir. On parle d'un dossier de type totalement électronique, totalement automatisé, qui arrive sur le bureau du praticien avant l'arrivée du patient et pour lequel on peut déjà être au courant de l'historique du patient. Mais ça peut être aussi utilisé dans le même sens pour le patient lui-même. L'automédication, moi j'achète un médicament, vous pensez à la description, j'achète un médicament, je scanne mon téléphone sans contrat, tout de suite mon EHR, mon électronique d'électronique, me répond attention, vu que dans les 6 mois auparavant j'ai pris tel et tel autre médicament, celui-là, attention, il peut avoir une interaction. Donc la technologie est aujourd'hui une réponse. Ça peut être aussi d'ailleurs une réponse à la nouvelle vision de la pratique de la santé, parce que la pratique de la santé est en train de changer aujourd'hui d'une manière très importante. On cherche aujourd'hui une médecine qui est individualisée, qui répond aux besoins de chaque patient lui-même, qui est globalisée, dans laquelle le praticien est tenu de tenir compte de toutes les autres spécialités et qui est complètement personnalisée, donc à laquelle on répond à l'historique de ce patient-là. Plus pertinent, plus impactant, plus efficace et efficient. Voilà, plus efficace et efficient, et avec un coût qui est moindre, parce que de toute façon les budgets de la santé ne peuvent pas continuer à augmenter de manière exponentielle comme ça, sans limite. Il faudrait qu'à un moment ou à un autre, on essaie de s'exploiter avec plus d'optimisation. Mais Alex, si on revenait un peu sur cette question de frontières, hein, qu'elles soient nationales, qu'elles soient politiques, mais géostratégiques, parce qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore de pays, de ressources qui sont relatives au pays, et également en termes de secteur, c'est la même chose. Est-ce qu'on est en train d'estomper ces frontières-là? J'ai pris l'exemple d'Amazon, par exemple. On peut prendre l'exemple d'autres mastodontes hein, dans le monde. La mutation, par exemple, ou la mue de Netflix ou autre, hein, peu importe les acteurs, je reste dans des exemples assez profanes, hein, accessibles et connus de tous. Hein. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu le but. Et est-ce qu'aujourd'hui, la répartition des métiers que vous avez soulevé, vous avez parlé de la création de centaines de millions de nouveaux postes d'emploi, mais la véritable problématique, c'est aussi leur répartition. Qui va en bénéficier? Qui va être en tête de peloton? Alors, effectivement, aujourd'hui, premièrement, il y a un changement de comportement, je l'ai dit, très important. Le plus important, c'est que cette histoire d'avoir un job et de faire, comme dans l'administration, une planque, n'existera pas. Bien que, de façon générale, malheureusement, pour la Tunisie, il y a 2 Tunisies. J'ai trouvé, il y a des gens, moi je suis dans le cas des startups, qui considèrent qu'ils sont citoyens du monde, qu'ils aiment la Tunisie, c'est leur patrie, mais qui considèrent qu'ils iront travailler dans le monde, pour le monde, là où il y a un marché. Et ils changeront de métier. Qui ne sont pas dans la sédentarité professionnelle. Voilà. Et là, à la limite, ils se disent le secteur ou le truc, tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai quelque chose, je veux créer quelque chose, je veux faire quelque chose. Et je vais apprendre.
Et je suis dans le domaine de l'agriculture, mais probablement l'agriculture avec les big data vont faire intégrer vers quelqu'un qui va comprendre le besoin des agriculteurs et qui va devenir un jour aussi utiliser cette information pour valoriser un terrain, pour prévoir... Vous avez un exemple là. Vous avez un exemple, sa formation professionnelle n'est pas en adéquation avec l'agriculture pure et dure. Et il y a un ensemble de personnes, c'est vrai, qui se disent, moi j'ai peur de ça, qui vont dire, mais qu'est-ce que je vais faire parce que tout le monde change. Le problème, c'est que même la génération, je vais te dire, la génération qui va sortir, qui a aujourd'hui 3-4 ans, elle est née dans cette technologie digitale et donc pour elle, il est normal lorsqu'elle voit Facebook ou lorsqu'ils ont des conversations en Messenger ou Skype, pour eux, le monde, c'est finalement là où là, on ne voit pas de différence. Et donc ces gens-là vont se dire la notion de distance, la notion d'endroit est une notion relative. Et réellement, même la notion de domaine, la notion d'interaction sociale est une notion qui va changer. Donc ce sont des gens qui vont avoir un comportement très différent. Et je dirais, où est-ce qu'ils vont créer? Ils vont être créés, même en Afrique, vous allez voir, aujourd'hui, moi j'ai vu des gens, je travaille avec l'association de sciences, les gens les plus innovants que j'ai vu dans l'intelligence artificielle et l'agriculture, qu'ils ont entre 12 et 15 ans, se trouvent à Gex. Pourquoi? Parce que je n'ai pas compris. Gex est un lieu d'innovation dont on ne parle pas, mais j'ai été étonné, en Afghanistan, en Tunisie, pourquoi des endroits comme un truc. Et donc, ce que je me dis, c'est que vous ne savez pas ce que ça veut dire. On ne peut pas aujourd'hui cette notion de dire, si vous êtes dans un domaine, si vous n'avez pas accès, même si vous êtes dans une jungle et que vous n'avez pas accès aux ressources, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que tous ceux qui vont faire de la planification en utilisant un modèle classique d'évolution des besoins vont être totalement... Justement, c'est plus de l'adaptation. Madame Arbidi, si on revenait à ce mot, planification, projection, aujourd'hui, on a l'impression quand même que certains, avec une certaine prétention, présentent l'avenir tout tracé, tout prêt, alors qu'il suffit de jeter un coup d'œil, par exemple, sur le cimetière pour voir le nombre de projets qui n'ont pas abouti, ou qui n'ont pas trouvé de marché, qui n'ont pas trouvé cette caisse de résonance auprès du public ou du récepteur. Comment devrait-on se comporter en termes de formation, en termes d'adaptation, en termes de redéploiement des ressources humaines, si on essayait de regarder dans l'ensemble avec ce manque de certitude à venir? En fait, quand on dit que les projets ne sont pas aboutis, pour moi, c'est un manque de vision dès le début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut faire des projets juste pour faire beau. Pour faire simple, c'est pour communiquer là-dessus, pour dire nous aussi on fait de l'intelligence artificielle, il n'y a pas que nos concurrents. Donc s'il n'y a pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, un vrai besoin et une vraie réflexion en amont et un vrai cadrage en amont, les projets ils vont s'arrêter à un stade de performance. Et la France, par exemple, c'est le champion du monde des POC en fait. On fait beaucoup de POC mais qui n'aboutit pas et on ne peut pas aller plus loin. Parce qu'il y a encore des freins. Il y a des freins liés déjà à la formation, et ça c'est un point sur lequel j'ai envie d'insister. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que les solutions qu'on imagine et qu'on fait des POC, pour qu'on les mette à une échelle d'industrialisation et à une mise à l'échelle, il y a des vraies compétences qu'il faut pour aller plus loin. Et ces compétences-là, on va les trouver où? C'est ou des compétences qu'on va en fait reformer les gens qui sont déjà dans l'entreprise et que eux, pour moi, c'est une vraie richesse parce que c'est eux les experts métiers. Vous parlez de l'agriculteur ou de faire des solutions pour l'agriculteur, je pense que c'est la personne la plus adaptée pour vous donner des idées, pour aller plus loin dans votre solution.
parce que c'est à partir de ces besoins que vous allez aller plus loin dans la solution. Donc c'est former les gens qui sont déjà dans les entreprises, les convertir et les intégrer dans les projets. Et puis deux, c'est d'être plus visionnaire et de former des gens qui sont aujourd'hui dans les écoles et dans les universités. On en parlait tout à l'heure en aparté avec M. Meher Zahar, c'est que les plus belles réussites en termes de technologie étaient des réponses simples à des besoins basiques. Ouais, tout à fait. Donc ça n'a jamais été des produits de niche, mais bien au contraire, sur la pyramide de Maslow, c'était des gens qui sont venus apporter des réponses à un besoin vital pour l'intégralité des Et intervenants. pour moi, c'est le besoin qui crée l'innovation. Si vous avez un vrai besoin, ben vous allez être plus créatif et votre innovation, elle peut aller plus loin. Monsieur Moillet, si on ramenait tout cela à cette réalité, aujourd'hui, quelles sont les transformations essentielles à faire en amont, au niveau de la formation, du cadre juridique, au niveau des formations continues, au niveau du redéploiement, quelle vision véritablement dans la célérité, hein, on parle véritablement de l'urgence, au-delà des visions stratégiques 2040, 2050 et du calendrier à venir. Voilà, exactement. Je vais commencer par justement annoncer qu'il y a eu des prophéties qui ne se sont pas réalisées avec l'industrie qui va disparaître, l'industrie bancaire, en relation avec ce que disait Mme Mouchila. Donc, les fintechs sont une naissance qui répond à un certain besoin, laissé de côté par les banques. Et les banques, simplement, à un moment donné, ont compris que la data était très importante, mais pour leur propre marketing. Mais pas pour sortir de leurs sentiers battus, pas pour sortir des sentiers battus qui sont liés à leur propre métier. Je prends un exemple, prenez une fintech, si elle se place sur un segment du paiement, elle va aller chercher à s'intégrer à la comptabilité du client directement et offrir une solution comptable. Prenez une fintech qui simplement, par exemple, peut être un agrégateur bancaire qui permet à un client de mettre sur un seul écran 10 ou 12 comptes ouverts auprès d'une multitude de banques. Donc, je pense que les banques ont saisi l'importance de la donnée et ont fait en sorte d'améliorer leur PNB énormément avec une forte croissance des commissions, où les commissions dans leur PNB sont passées de 20% à plus de 50%. Donc c'est une réussite totale, mais jamais pour sortir du cœur de leur métier, et c'est là où elles ont raté le coup. Pourquoi? Parce que simplement, aujourd'hui, la donnée est valorisée plus que le service. Regardez un peu une fintech comme Stripe aux États-Unis qui se place sur des segments de paiement. Alors, Stripe vaut nettement plus que la Société Générale en France. C'est énorme. Comme dans d'autres domaines, l'hôtellerie, Airbnb vaut simplement nettement plus que le groupe Accor qui est l'un des leaders. Pour vous, je m'adresse aux professionnels que vous êtes, est-ce que ce sera plus simple pour les mastodontes de se transformer en bancaires mondiaux ou alors de voir l'émergence de nouveaux acteurs avec un nouvel ADN, avec une nouvelle manière de faire, avec un nouveau prisme? Qu'est-ce qui serait plus simple, qu'est-ce qui est le plus probable pour vous? Voilà, j'y arrive. Donc, aujourd'hui, le monde valorise la donnée. La donnée, c'est essentiellement les GAFAM, Google, Facebook, Amazon, Microsoft. Plus que, si vous voulez, le service en lui-même. Et qu'est-ce qui se passe si vous voulez, chez les principaux concurrents des banques? Quels sont les principaux concurrents des banques? À un moment, c'était les grands distributeurs. Les grands distributeurs, je pense qu'ils ont complètement laissé tomber l'idée de concurrencer les banques. Ils s'offrent justement l'occasion simple de commercialiser des produits fabriqués par des mastodontes bancaires ou des grossistes bancaires. À un certain moment, c'était les SS2I. Les SS2I ont simplement laissé tomber et donc ont décidé de collaborer avec les banques. Et puis, on assiste à de nouveaux concurrents, mais à un moment, on a eu aussi les assureurs. Les assureurs ont aussi laissé tomber, ont décidé de collaborer avec les banques, même si certains assureurs se sont transformés en banquiers. Donc les principaux concurrents aujourd'hui sont simplement les GAFAM. Ce
ce ne sont pas les fintech, parce que, comme vous venez de le souligner, les fintech, c'est une tendance qui a été très rapidement captée par les banques pour en faire plutôt des partenaires. Donc aujourd'hui, les banques rachètent les fintech ou organisent donc des collaborations et de la coopération avec ces dernières, simplement parce qu'aujourd'hui, on va y arriver, je pense que ça va être le troisième volet de mon intervention sur l'environnement réglementaire. Voilà, ok, sur l'open banking. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? La donnée des GAFAM, elle est massive. Elle se mesure en milliards de clients. Celle des banques, en dizaines de millions, mais c'est des données plus stables que celles des GAFAM. Donc aujourd'hui, ce qui va se passer, si vous voulez, c'est qu'avec des environnements réglementaires comme l'open banking ou la DSP2, qui obligent les banques à ouvrir l'accès à leurs données bancaires, donc à l'ensemble des acteurs dans les GAFAM, le tout est de savoir comment les banques vont pouvoir justement trouver des domaines de coopération avec les GAFAM pour, comme à l'instar de ce qu'elles ont fait avec les fintech, pour sauver leur modèle. Alors quel va être le modèle de banque de demain? L'idée, si vous voulez, c'est qu'avec cette ouverture de la donnée bancaire, la banque doit se transformer en une plateforme, ce qu'on appelle l'idée de plateformisation des banques, en intégrant plusieurs acteurs, comme les fintech, des GAFA, pour intensifier les flux autour des clients, capter la donnée, d'accord, et créer le maximum de valeur pour le client dans leur domaine, mais également dans d'autres domaines auxquels elles ne se sont pas intéressées auparavant. Le plus important maintenant, c'est que dans la transformation des banques, si elles valorisent mieux leurs données, si elles sortent des sentiers battus et si elles mettent en valeur l'expérience client. Aujourd'hui, chez les spécialistes du marketing, du moins dans le domaine de la finance et de la banque, on vous dira que la meilleure marque aujourd'hui, c'est l'expérience client. Et les champions, les métiers champions, demain, pour répondre à une question de votre panel, c'est optimisateur d'expérience client, c'est champion digital, c'est champion intelligence artificielle, et je crois que ça a été très bien dit. Le tout est de savoir reconvertir les masses de personnel que nous avons. Je rappelle, c'est 2,7 millions par an de DV ou d'équipes dans le domaine rien qu'en Europe. C'est comment les transformer pour jouer le jeu du digital, augmenter leur intelligence grâce à l'intelligence artificielle et offrir une meilleure expérience aux clients. Merci beaucoup, Hossein. Mais si on revient à la santé, et aujourd'hui, à certaines par exemple locales que vous utilisez, si on parle du continent de cette 6e édition, est-ce qu'il s'agit d'adopter des outils? Peut-on juste se contenter d'adopter des outils technologiques, ou alors c'est toute une manière de faire un prisme, que ce soit en termes d'architecture, d'organisation, de répartition des tâches, de répartition des équipes? Est-ce que c'est tout un mindset à adopter, ou juste alors s'appuyer sur des avancées technologiques? Tout à fait. Et je rebondis justement sur ce que vous venez de dire, c'est Hossein. L'expérience client pour nous, en tant que praticiens, c'est l'interrogatoire du patient. C'est ça notre expérience client. C'est ce que nous racontent les patients. Et moi, jeune médecin, quand j'avais commencé, un de mes patrons m'avait dit, ne cherche jamais le diagnostic, c'est ton patient qui va te le donner. Si tu écoutes bien le patient, tu auras ton diagnostic. Et aujourd'hui, je pense que la première chose à faire, au niveau, que ce soit local ou continental, c'est prendre cette masse de données, la réorganiser et la sauvegarder. Que ce soit la donnée ancienne, nous avons un potentiel qui est exceptionnel en Tunisie. Nous avons tous les dossiers médicaux à mettre en place, à numériser. C'est un potentiel qui est énorme, qui va nous permettre de regarder l'avenir d'une autre manière, qui va nous permettre de connaître notre historique médical. Et la même chose au niveau Afrique. Après, à partir de ça, nous pouvons exploiter toutes ces données-là et atteindre des objectifs qui sont exceptionnels. On n'a pas pu éradiquer l'Ebola par un médicament, on a éradiqué l'Ebola
par la géolocalisation, par quelque chose qui est exceptionnellement simple, parce qu'on est arrivé à contenir les déplacements des personnes qui étaient atteintes de l'Ebola. Et sinon, ça aurait été une très très grosse catastrophe avec l'international. Moi, je pense qu'au niveau national, nous avons aujourd'hui deux importants sujets à aborder. D'abord, la protection de nos données médicales. Il faut qu'on aille très très vite pour mettre en place, et ça devrait pouvoir se faire très facilement, une législation de protection de données médicales. L'infrastructure existe aujourd'hui pour qu'on puisse très vite héberger nos données en Tunisie et permettre leur exploitation. Mais en plus, en sauvegardant ces données, il faut les mettre à la disposition des gens qui vont travailler. Il faut les mettre suivant la régulation juridique et les mettre à la disposition des personnes qui veulent travailler dans ce domaine-là. Et la deuxième chose, c'est mettre en place un système d'interopérabilité pour libérer les énergies, pour que vous puissiez mettre en place une solution à l'échelle locale d'une petite ville et que je puisse mettre une solution à l'échelle locale d'un cabinet et que les deux, on puisse à un moment ou à un autre être interopérables et s'enrichir mutuellement. Je crois que c'est la mutualisation de la richesse et de la connaissance médicale et technologique qui nous permettra d'aller de l'avant. Il y a près d'une année, à peu près, je me tourne vers vous, M. Vaud, j'assistais à un forum et il y avait une délégation coréenne qui venait parler des nouvelles technologies dans l'agronomie notamment, et si vous vous rappelez de ce programme de formation des pilotes de drones et de drones, etc. Le même jour, sur la page officielle du ministère de l'Intérieur, on annonçait avec beaucoup de fierté avoir saisi 3 drones. Finalement, je reviens à la question de transversalité, de cohérence, d'harmonie collective, d'environnement. On a beau faire des efforts au sein d'une entreprise, au sein d'un secteur, mais aujourd'hui on est également dépendant d'un certain nombre d'acteurs et intervenants. Comment composer avec cela pour avancer avec efficacité et efficience? Toute la bonne volonté qu'il y avait dans ce forum, dans cette conférence, on ne doute pas, l'intégralité des cadres du ministère de l'Agriculture aussi, la bonne volonté était là, mais derrière il y avait des freins et des obstacles. C'était une situation relativement caricaturale, mais qui illustre parfaitement certaines incohérences qui prennent cette avancée. Tout à l'heure, c'était la dire qu'il y avait deux actuellement. Tout à l'heure, on discutait aussi sur ce problème et sur les problèmes de législation en Tunisie et ailleurs. La législation n'est pas en train de suivre la technologie avance très très rapidement, et si on reste les bras croisés, s'il n'y a aucune start-up qui est créée, qui travaille sur les drones par exemple, tout le monde va se dire on va attendre que la législation va changer, on va perdre quelques années qui sont extrêmement précieuses, alors que nous sommes sur un domaine où chaque jour compte, où chaque semaine compte. Donc il y a toute une génération, je fais partie de cette génération, les plus jeunes ils sont beaucoup plus courageux. Comment interpeller les décideurs? Comment interpeller les législateurs? Comment interpeller justement tous les maillons de la chaîne? Exactement. On est en train de pousser. D'abord, on a eu l'expérience, on a travaillé les premières installations de pilotage d'irrigation. C'est basé sur des signaux radio. Et il nous était impossible, en tant que petite structure, d'avoir un agrément radio. On l'a fait, on l'a installé chez les clients, en prenant le risque très fortement. Et par la suite, on a poussé, on a fait du lobbying pour que les lois changent. Et depuis 2 ans, il y a eu le truc concernant l'IoT, la licence LoRa et tout. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas resté les bras croisés sur le domaine des drones et tout ce qui est nouvelle technologie. Il y a des jeunes qui travaillent actuellement sur des drones, qui ont des idées extraordinaires, surtout dans le domaine de l'agtech. Il y a de très fortes demandes. Juste pour vous dire que le domaine de l'agriculture en Tunisie et ailleurs, il est malade et marginalisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, et plein de problèmes. Et chaque problème peut avoir une réponse technologique. Et donc chaque réponse ou chaque solution technologique peut présenter un business et l'occasion de start-up ou d'idées de projet. Donc ces jeunes-là, ils ne s'arrêtent pas, ils n'appliquent pas les règles, ils n'attendent pas que les lois changent, ils travaillent, ils poussent et ils demandent à ce que les lois changent. Il y a un an et demi, il y a eu le vote de la loi Startup Act, la fameuse, qui est une vraie aubaine, une vraie porte sur le paradigme pour la communauté des startups. Et ça, c'est mieux justement à cause des efforts de la communauté, de conseiller, de faire de pays, de faire changer des choses. Donc
faut pas attendre que les choses changent pour aller vers l'avant et pousser, parce que, comme je dis, nous sommes sur des secteurs où chaque jour compte, où tout est extrêmement rapide. Très brièvement, 30 secondes, tour de table, recommandation impérative pour des cuits. Merde, je commence avec vous. Moi, s'il y avait une chose à faire, c'est changer le mindset des gens qui vont nous éduquer. Et donc les instituts. Réellement, en fait, le secteur public qui est le moins touché en France, on fait aucune éducation. Aujourd'hui, si on ne revoit pas le système éducatif, pour qu'il tienne compte qu'aujourd'hui, moi j'ai vu, on vient d'interdire le portable. Alors que. Oui, je suis en place. Voilà. Il faut revoir réellement. Aujourd'hui, on a des jeunes qui pour eux, leur instituteur pose un problème d'éthique, un problème d'éthique. Si on ne remet pas ce système, on va avoir une immigration massive. Je reviens vers Madame Mochira Larbi. Se mettre tous autour d'une table et de réfléchir ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que chacun veut faire ses propres preuves. Il est en poste en 3 ans, il faut montrer en 3 ans qu'il est capable de faire des choses lui tout seul, pour avoir le mérite pour lui tout seul. Mais les gens, ils ne se parlent pas, ils ne se mettent pas autour d'une table. Et puis, 2, c'est d'avoir une vision pour le pays, pour le développement, c'est-à-dire de préparer le terrain aujourd'hui pour le lendemain. Un exemple, vous avez parlé de Goethe, j'ai fait mes études là-bas, et aujourd'hui, il y a une matière en machine à roue, mais elle est optionnelle dans le cycle d'ingénieur. Alors les profs, ils se battent pour rendre cette matière principale, mais ils ont du mal à faire ça. Voilà, donc finalement, vous convergez. C'est la question de l'éducation, M. Moine. Aujourd'hui, les recommandations, les impératifs. Vous savez, Mitterrand disait il faut laisser le temps au temps, mais à Paris, on n'a pas le temps. C'est un peu la même chose sur ce continent. Allez-y. Absolument. Je pense que la Tunisie ne peut pas se donner du temps pour accélérer toute la révolution digitale et en intelligence artificielle. Alors moi, ce que je constate de mon point de vue de banquier, c'est qu'il y a un environnement pour le développement des fintech et de l'innovation dans la banque et la finance en Tunisie. Et malheureusement, on commence toujours par mettre un cadre réglementaire avant le cadre incitatif. Aujourd'hui, on parle Startup Act, Smart Tunisia, Investia, etc. C'est très très bien. La Banque centrale de Tunisie est en train de préparer l'écosystème pour les fintech, mais je constate qu'on promulgue aussi une loi bancaire qui, pour les sociétés de paiement, qui est aujourd'hui le segment principal des fintech dans le monde entier, exige un capital minimum de 5 millions de dinars. Quand je sais que M-Pesa au Kenya, qui est l'une des plus belles expériences et réussites en matière de paiement sur mobile et digitaux, a été créé par Safaricom en 2007 sans aucune autorisation. Il n'y avait même pas de cadre réglementaire. Je sais que tous les GAFAM ont commencé par être de petites start-up. Imaginez qu'on avait mis une barrière réglementaire et une barrière de capital à l'accès pour ces start-up-là. On ne les aurait pas vus aujourd'hui, et pourtant c'est les plus grandes capitalisations du monde et les plus grands employeurs du monde aussi. Alors l'idée, si vous voulez, c'est commençant par laisser émerger l'innovation, créer l'émulation, et régulant au fur et à mesure et adoptant par exemple le capital au fur et à mesure. C'est très très important pour l'innovation en général. On revient au sujet, flexibilité et agilité, encore une fois, sur le niveau. Absolument. Et l'idée principale derrière ça, c'est la confiance. Faisons confiance, évaluons et corrigeons. Il y a quelque chose qui est très révélateur. Je rebondis sur vos dires. Est-ce que vous connaissez la légistique? La légistique, c'est l'art de rédiger les lois et les législations. En fait, en termes de légistique, si on s'attarde sur le modèle tunisien, par exemple, là on parle de l'intégralité du continent, mais on parle de la Tunisie, c'est qu'à chaque fois, nos textes commencent avec il est prohibé, il
il est interdit, il n'est pas autorisé à. Ce n'est pas un cadre incitatif, comme vous l'avez souligné, mais plutôt la mise en place de garde-fous à chaque fois, et c'est assez excessif parfois. Donc finalement, j'en reviens, j'essaie de synthétiser à chaque fois l'éducation et par la suite également la flexibilité au niveau des décideurs, au niveau de l'agriculture. Pour rejoindre l'agriculture et l'éducation, on a commencé justement à faire des partenariats pour avoir des masters, ça a été fait, des masters combinés entre agronomes avec des compétences en technologie, l'école de Boglin, que je disais, de l'UQEF, donc juste pour souligner ça. Mais c'est un appel que je vais lancer pour ouvrir les bases de données étatiques, s'il y a par exemple numériser justement la proposition, numériser les dossiers médicaux et ouvrir ces données aux chercheurs comme vous, parce que ça va dire qu'on fait une d'or, bien sûr, et ça incitera les jeunes à rester ici, à faire leur recherche ici, à lancer leur start-up ici. Pour l'agriculture, malheureusement, il y a une plateforme Open Data qui appartient à l'ONAMI, l'Observatoire national agricole. On y trouve vraiment quelques données sur des briques de situation, des barrages de prix, mais rien en fait ça. On commence à notre très petite échelle à faire notre propre collecte de données parce qu'on va avoir besoin dans quelques années. On va essayer de structurer en sorte à d'autres startups justement qui sont dans la tech. Donc c'est un appel que j'ai lancé justement pour offrir cette place. J'espère qu'il y aura du répondant et ce forum justement a lieu pour ça, pour être le porte-voix des revendications, des attentes, des doléances des uns et des autres. Je termine avec vous, Mesa. Oui, tout à fait. Moi, je vais rebondir sur ce que a dit le panel. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui sont primordiales à faire aujourd'hui en matière de santé. D'abord, libérer complètement la mise en place de dossiers médicaux électroniques. Mettre cela à la disposition de tout le monde. Le seul facteur... Comment les sécuriser? Le seul facteur à respecter, justement, c'est la sécurisation et l'interopérabilité de ces dossiers-là. Laissant les gens et les compétences mettre en place. La deuxième chose qui me paraît très très importante, c'est de mutualiser les infrastructures médicales avec le technologique. Utiliser cet espace-là aussi bien pour l'infrastructure médicale que pour l'infrastructure d'implémentation d'outils technologiques dans le domaine de la santé. Ça sera très important le jour où on aura quelqu'un qui représentera la CNAM, qui sera dans le dispensaire, dans le petit village, qui sera très proche du citoyen. On évitera aux citoyens les déplacements qui sont inutiles. Je vais essayer de terminer pour vous donner un avis. Moi, je pense qu'une belle citation de RBJ peut donner un avis de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Un temps nouveau qui n'arrive pas à naître et un temps ancien qui n'arrive pas à mourir. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour vos mots. Encore une fois, j'aimerais juste synthétiser, et voilà, on vous a mâché le travail. Hein. 2 mots pour ce panel, s'il fallait le résumer: former, libérer. Finalement, on se contentera de cela, et c'est déjà énorme. Merci encore une fois, Meher Zahan, merci encore une fois, Hussein Moualli, Yasser Boud et Mouchir Al-Abid, sans oublier Meher Khaled. Merci pour vos éclairages, merci pour votre expertise, merci pour votre audace également, et votre volonté de changer les choses. Votre rapport a été essentiel, a été important. Point final à ce panel principal, justement à ce grand panel, l'impact des nouvelles technologies sur l'emploi et les métiers, l'avenir demain en Tunisie ou sur le continent. On va marquer une petite pause, on reviendra dans 20 minutes, puisqu'on a accusé un retard dans le général, pour enchaîner avec la remise du trophée du concours qui a eu lieu hier. On connaît les lauréats, on connaît l'équipe gagnante qui inscrira son nom la première ligne du palmarès, justement avant d'enchaîner avec la synthèse et les recommandations du forum, et ce sera l'œuvre de M. Michel Raimondo ici présent avant d'enchaîner avec la cérémonie de clôture. Merci d'avoir été là, on se retrouve dans une poignée de minutes.